Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission enregistrée il y a quelques jours et diffusée à l'occasion de ce 1er mai 2020, un 1er mai très particulier. Faites le travail, c'est ce qu'on vous propose au travers de cet événement en ligne, puisqu'en ce moment, les travailleurs ne sont vraiment pas à la fête. En effet, le temps de ce confinement, c'est un temps d'arrêt, un temps de ralentissement pour certains, mais aussi un temps d'accélération pour d'autres. Le temps du confinement, c'est aussi un temps pendant lequel on peut tous en même temps faire l'expérience de ce qu'on savait en réalité tous déjà aussi. C'est que ceux qui nous répètent depuis tant d'années que faire autrement n'est pas possible ont tort. L'idée maintenant, c'est donc de prendre au sérieux tous ceux qui appellent à un New Deal, toutes celles et ceux qui font référence aux pactes sociaux qui ont été signés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, l'idée, c'est de, avec vous, essayer de commencer à construire nos propres contributions à ce qui serait un plan de sortie qui serait à la fois écologique, social et démocratique. Toutes ces propositions, elles existent déjà, elles sont sur la table. On n'a qu'à les saisir et c'est à ce prix que l'on pourra éviter de se retrouver dans une situation semblable à celle de 2008 où les politiques de relance ont été austéritaires, brunes, néolibérales et réactionnaires. Confinement oblige, cette émission va prendre la forme d'un colloque par écran interposé. Et c'est sous cette forme qu'on va vous proposer de partager les premières réflexions autour de sujets qui devront bien évidemment par la suite être débattus, faire l'objet d'échanges plus larges, plus profonds, plus intenses, dès que les conditions seront réunies pour qu'on se rencontre. L'idée n'est évidemment pas de brader la participation. On ne peut pas confiner le débat. Ce moment, néanmoins, nous semblait devoir être saisi pour présenter et discuter des propositions audacieuses en faveur d'une réorganisation du monde du travail afin que l'après-corona ne se traduise pas par un retour à l'avant. Dominique Méda nous proposera un cadre clair en faveur de la reconversion écologique. Pavlina Tcherneva exposera la garantie emploi. Cette mesure centrale dans le Green New Deal porté par Ocasio-Cortez et Sanders, qui est adaptable à notre contexte européen. Isabelle Ferreras défendra une extension des pouvoirs du conseil d'entreprise pour que les travailleurs puissent enfin peser sur tous les enjeux qui les concernent au travail. Benoît Boritz poursuivra cette voie en dessinant les contours d'une institution financière capable d'alimenter en capital ces entreprises démocratiques. Florence Janicatrice clarifiera la nécessité d'une revalorisation des métiers les plus utiles et Emmanuel Doquès terminera le tour de piste en nous proposant d'intervertir week-end et semaine. Ces propositions sont travaillées de longue date par tous nos invités. Elles sont nées au cours d'enquêtes, de confrontations aux problèmes que vivent les travailleurs et les travailleuses au quotidien et les personnes privées d'emploi. Elles s'alimentent aussi des critiques que ces personnes formulent et que ces chercheurs recueillent au cours de leurs enquêtes. Elle s'intéresse aussi à toutes les solutions qui sont bricolées, construites, expérimentées sur le terrain. Mais ce n'est pas parce que ces propositions sont nées de l'analyse des pratiques qu'on doit se permettre de ne pas revenir aux pratiques. Au contraire, il nous semble que la nécessité absolue à ce moment-ci, c'est de revenir aussi vers les pratiques avec ces propositions, de revenir vers des acteurs de terrain, parce que les meilleures idées du monde ne valent rien tant qu'elles ne sont pas mises en œuvre, tant qu'elles ne peuvent pas être incarnées dans des situations concrètes. Voilà qui est bien dit. Allez, on est parti pour 1h30 de discussion. On commence tout de suite avec Dominique Méda, qui est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, où elle dirige l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Dominique Méda mène depuis plusieurs années des travaux sur les indicateurs alternatifs au PIB. Ce qu'elle propose, c'est d'utiliser de nouveaux indicateurs comme l'empreinte carbone ou l'indice de santé sociale pour faire basculer nos sociétés dans la reconversion écologique. Par quel mécanisme? On l'écoute tout de suite nous l'expliquer et puis on en parle ensemble juste après avec Marie-Hélène Ska et Christine Mailly. Je pars de l'idée que l'un des risques majeurs auxquels on est confronté aujourd'hui dans cette crise sanitaire, c'est que nos gouvernements lancent de vastes relances brunes, des plans de relance qui augmenteront les émissions de gaz à effet de serre et les dégradations du patrimoine naturel, à la fois pour compenser les souffrances qu'auront subies nos concitoyens et puis évidemment
pour rattraper les points de PIB, les points de produit intérieur brut perdus, puisque dans nos médias, on ne voit que ça. Hein. Nous allons perdre 6, 8, 10 points de PIB. Donc, une relance brune qui, à mon avis, ne ferait qu'accélérer et qu'aggraver la crise qui vient, la prochaine crise qui suivra celle-ci et qui sera beaucoup plus grave, c'est-à-dire la crise écologique, avec son cortège de cyclones, d'inondations, de sécheresses, qui mettront cette fois-ci nos sociétés complètement à plat. Je pense que cette crise écologique sera infiniment plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nos capacités de production, finalement, ne sont pas atteintes. Nos réseaux de télécommunications, d'énergie, notre potentiel de production subsiste. Dans la crise écologique, il n'en ira pas de même. Voilà pourquoi ma proposition, elle consiste à ce que nous concevions dès maintenant un plan de sortie de crise qui repose sur une relance verte d'autre part, l'adoption de pratiques de sobriété d'autre part. Une relance verte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un investissement massif pour la France, plus de 20 milliards par an pendant 10 ans, mis dans la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures, l'agroécologie, tout ce qui nous permettra de faire passer notre société dans un autre état, dans une autre situation. Et puis, parallèlement, l'adoption de pratiques de sobriété, parce que nous voyons bien que nous ne pouvons plus vivre comme avant, si nous voulons éviter cette grave crise écologique, si nous voulons repousser sa survenue, son irruption. Ça implique évidemment toute une série de nouveaux dispositifs, de relocaliser nos productions, de mettre fin à cette division internationale du travail complètement folle. Et ça suppose également pour moi d'adopter d'autres indicateurs de richesse à la place de ce fameux produit intérieur brut. Ça veut dire à la place de la dictature, du fétichisme de la croissance. Adopter ou enserrer, relativiser notre produit intérieur brut dans deux autres gros indicateurs, l'empreinte carbone qui permet de fixer des seuils et des seuils identiques pour chacun à la production d'émissions de gaz à effet de serre, d'une part, et d'autre part un indice de santé sociale fabriqué par ma collègue Florence Janicatrice avec son équipe et qui permet justement d'assurer une égalité dans cette transition. C'est ce que nous appelons avec mes collègues une société post-croissance où ce que l'on poursuit, ça n'est plus des points de PIB justement, mais c'est la satisfaction des besoins sociaux en prenant soin de nos patrimoines essentiels. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais un peu dans le vide cette proposition avec mes collègues. En Belgique, Isabelle Cassirs et Kevin Marichal, avec qui nous avons écrit Vers une société post-croissance. En France, avec Florent Janicatrice et Jean Gadret. Et je me demande si là, nous ne sommes pas exactement au moment où nous pouvons faire bifurquer nos sociétés vers cette société post-croissance. Marielle Mtsika, vous êtes secrétaire générale de la CSC et votre syndicat se positionne en faveur d'une transition juste. Aujourd'hui, là où vous êtes présente pour discuter des conditions du déconfinement, est-ce que cette proposition que vous portez, vous avez les moyens de pouvoir la défendre au nom de vos affiliés? Alors, tout d'abord, nous la défendons partout en essayant, dans un premier temps en tout cas, que personne ne reste au bord du chemin. C'est notre première préoccupation aujourd'hui et depuis plus d'un mois maintenant. Et donc, c'est notre manière à nous de prendre en compte un maximum de situations. D'abord, les situations des travailleuses et des travailleurs qui perdent leur travail, mais aussi des artistes qui ne peuvent plus prester, de tous les intermittents du spectacle, des accueillantes d'enfants, des étudiants qui aujourd'hui se retrouvent sans revenus pour une partie. Et donc, notre premier travail, il a été celui-là, c'est-à-dire de faire en sorte que la transition, le confinement progressivement dans le déconfinement, on soit attentif chaque fois à ne laisser personne au bord du chemin. Donc ça, c'est notre premier travail et ce sera encore notre travail pendant un certain temps, puisque dès que le déconfinement va s'amorcer, nous assisterons sans doute au fait que beaucoup d'entreprises ne se relèveront pas, que beaucoup de travailleuses et de travailleurs seront à nouveau une deuxième fois victimes et risquent de perdre leur emploi et donc la source principale de leurs revenus. Donc ça, c'est vraiment notre préoccupation de court terme, j'ai envie de dire pour l'instant. Christine Mailly, le réseau wallon
de la lutte contre la pauvreté, dont vous êtes la secrétaire générale, a publié il y a quelques jours une note de travail qui indique à quelles conditions le réseau soutiendrait la relance économique de transition et de proximité. Est-ce que vous retrouvez dans les propos de Dominique Méda des éléments des notes que vous avez écrites? Alors le réseau se sent très proche de ce que Dominique Méda dit maintenant dans cette crise sanitaire, mais déjà auparavant, puisque la crise sanitaire est une superposition sur une crise sociale dramatique. Et cette crise sociale, si elle n'est pas réglée, ne contribuera pas à aider à la transition environnementale, à la biodiversité, etc. Donc tout ça se tient. Donc en effet, ici, on est un peu dans une crise sanitaire, une épidémie qui fait effet loupe et qui révèle à quel point il faut aller vers toutes sortes de transitions, mais à quel point la résolution de l'exploitation et des problèmes sociaux et des inégalités est la clé pour arriver à passer dans une transition écologique, environnementale et une manière différente d'envisager le travail. Au réseau, il y a très longtemps que les témoins du vécu militant avaient déjà identifié ce qu'était la multitude des richesses auxquelles il faut accéder pour arriver à faire une société cohérente, solidaire et proche des défis environnementaux. Il y a très longtemps qu'ils ne parlent plus seulement des richesses matérielles uniquement et des richesses financières. Ça étant, ça n'enlève pas que sans un revenu suffisant, il n'est pas possible aux personnes et aux populations de pouvoir être des acteurs porteurs de n'importe quelle autre transition. Donc il faut régler la question sociale. On a toujours dit au réseau qu'il fallait développer des emplois qui font du bien à ceux qui le pratiquent, qui font du bien à ceux qui en bénéficient et qui font du bien à l'environnement et à la biodiversité. Et on pense que cette crise aujourd'hui sanitaire qui se superpose à la crise sociale bien préexistante, rappelons-le, elle va s'aggraver, elle s'aggrave pour le moment compte tenu des nécessités de confinement, etc., etc., et des risques économiques, etc. Mais elle est très importante. Donc voilà, oui, on se retrouve dans de nouveaux indicateurs complémentaires au PIB. Il y a longtemps qu'on est autour de la table avec l'IWEPS, elle citait Isabelle Cassirs qui a des contacts avec. Moi, j'ai envie de dire maintenant qu'il faut mettre tout le monde au pied du mur et ne plus reculer devant l'obstacle. Et donc voilà, au réseau, on est bien favorable à de l'emploi, pas n'importe quel emploi, au service du social, de l'humain et de la transition environnementale et économique qui s'impose. Marie-Hélène Ska, on a entendu parler aussi, Dominique Méda, de risque de relance brune. C'est un constat que vous partagez également au niveau de la CSC, de ce que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que c'est juste un risque ou est-ce que c'est déjà là? Non, alors c'est un vrai risque parce que le vrai risque qu'aujourd'hui, c'est une très forte pression à redémarrer juste comme avant. C'est-à-dire de considérer que le Covid a juste été... Maintenant, il faut relancer, soutenir encore un peu plus les activités qui étaient déjà soutenues hier. Or, nous pensons exactement l'inverse. C'est-à-dire que le monde d'après-Covid, pour nous, il existe déjà dans le monde d'aujourd'hui, il existait déjà dans le monde d'hier. C'est un monde où la réussite est plus collective qu'individuelle, et donc où effectivement les paramètres et les indicateurs de réussite doivent être revus. Nous avons été fort frappés, par exemple, lors de ces derniers mois, de voir pratiquement à la une de tous les journaux le fait que la réussite, c'était devenir une gazelle, c'est-à-dire d'avoir 1 milliard de capitalisation boursière. Pour nous, ce sont des indicateurs qui n'ont strictement aucun sens. Et donc, le monde d'après, c'est un monde dans lequel, d'abord, l'État doit avoir un rôle tout à fait prédominant. C'est l'État qui doit déterminer, via ses instruments économiques, quel type d'activité il souhaite soutenir et quel type d'activité il souhaite faire décroître. Et donc, ça suppose une large discussion qui dépasse de loin les clivages politiques là-dessus. C'est une vraie vision de société en se disant, tiens, avec l'argent public, qui est notre argent à chacun d'entre nous, via les cotisations sociales et via les impôts que nous payons, à quoi cet argent doit-il servir? Qu'est-ce qu'il doit servir à soutenir comme type d'activité? On a beaucoup parlé ces dernières semaines d'une économie du lien plutôt qu'une économie du bien. Alors si on veut prendre cette économie du lien au sérieux, bien, ça suppose des actions tout à fait concrètes par rapport au métier des soins, par rapport à la situation des jeunes, par rapport à la situation des familles monoparentales, c'est-à-dire de se préoccuper des situations qui aujourd'hui sont en grande difficulté, à la fois, comme le disaient Christine Mailly et Dominique Méda, par rapport à leurs revenus,
mais aussi par rapport à leur situation, à leur place dans la société et ce qu'elles peuvent apporter. Pour terminer sur un point, ça m'a beaucoup frappé de voir que depuis le début du confinement, les personnes âgées, les grands-parents, arrière-grands-parents sont confinés chez eux et on prend tout d'un coup conscience que au final, ce ne sont pas des profiteurs, juste des personnes qui ont cherché à quitter le marché du travail beaucoup plus tôt que les autres, mais ce sont des personnes qui ont un rôle social et un rôle économique essentiel. Et lorsqu'ils disparaissent de leur rôle, de pouvoir prendre soin de leurs petits-enfants ou tout simplement d'être proche de leur famille, eh bien là tout d'un coup on mesure le gouffre qu'il y a de ces activités dont on n'avait jamais pensé à mesurer le rôle d'une quelconque manière. Donc oui, la relance brune, c'est un risque important chez nous, et donc ça veut dire qu'il faudra que tout le monde essaye de se dire quelles sont les activités que l'on veut relancer, à quel prix et avec quel rôle pour l'État. Je pense que la crise aujourd'hui montre aussi à quel point l'État est un acteur tout à fait central. Merci Marie-Hélène. Christine Mailly, tout à l'heure, Dominique Méda nous a parlé de sobriété en matière de consommation et de production. Est-ce que cette discussion-là, vous pouvez aujourd'hui l'avoir avec vos publics qui sont quand même avec les citoyens avec lesquels vous travaillez, qui sont dans une situation très particulière par rapport à leur pratique de consommation et de production? Écoutez, je pense que s'il y a une vertu à cette épidémie dramatique, évidemment, c'est peut-être de montrer à quel point une partie importante de la population n'est pas dans la sobriété, mais dans le trop peu de tout. Ce qui frappe tout le monde, c'est que la nécessité sanitaire d'essayer d'être en contact avec tout le monde pour garantir que les personnes ne contaminent pas ou ne soient pas contaminées, a obligé l'État et l'ensemble des acteurs à s'intéresser à tout le monde. Et en étant obligé de s'intéresser à tout le monde, eh bien, c'est devenu gros comme le nez au milieu du visage que, en effet, il y a des gens qui sont dans le trop peu de tout depuis très longtemps, de façon extrêmement durable, mais durable négativement, pas durable au sens d'avoir des conditions de vie, de santé, d'accès aux soins, des conditions environnementales, etc., correctes. Aujourd'hui, être confiné quand on vit dans des logements surpeuplés, dans des endroits où il y a quasi plus d'espace vert, dans des endroits où on n'a pas pensé les relations sociales collectives, etc., c'est un drame. Quand au contraire, être confiné en milieu rural, c'est pas agréable, mais si on a la chance d'être dans des conditions un peu correctes, c'est vivable et supportable. Donc attention, effectivement, nous on est pour une société environnementale plus durable, pour une attention à la surconsommation. Mais vous savez, les gens qui sont dans le trop peu de tout, ils ne cherchent pas à surconsommer, ils cherchent à accéder aux droits de base qui permettent simplement d'exister sans avoir le souci quotidien de pouvoir se chauffer, se loger, s'alimenter. Regardez le drame sur la difficulté dans l'aide alimentaire pour le moment. Regardez le drame du nombre de gens dont on constate qu'ils ne savent pas se nourrir en toute autonomie et encore moins, évidemment, de qualité. Donc, je veux dire, on voit bien à quel point tout ça est important. Et donc, résoudre le problème environnemental, ça passe par une qualité de logement, une qualité d'accès à l'énergie, une qualité alimentaire, une qualité économique d'accéder à ces biens-là. On doit se demander aujourd'hui s'il est normal que les gens soient privés de biens aussi basiques que ça. Merci à toutes les deux. Merci Marie-Hélène Scam, merci Christine Mailly de nous avoir rejoints pour discuter de cette première proposition. On vous propose de laisser la place à nos autres intervenants, mais de rester avec nous quand même derrière vos écrans pour la suite, puisqu'il y a d'autres propositions qui suivent, qui vont certainement répondre aussi à vos propres préoccupations. Et précisément, la suivante va spécifiquement traiter de l'accès à l'emploi à un nombre plus élevé de personnes et donc permettre de répondre à une série de questions soulevées par Marie-Hélène Scam et Christine Mailly à l'instant. On accueille à présent Evelyne de Bouvert et Bruno Borin pour discuter ensemble de la garantie emploi. Cette proposition est formulée par Pavlina Tcherneva, qui est professeure au Brad College et chercheuse au Levi Economics Institute de New York. On l'écoute tout de suite.
Imagine a world without unemployment. Imagine a world in which anyone who needs work can go to their local employment office and they can walk out with an option of a decent, dignified employment opportunity that provides the basic standards that we expect of a job, the basic living income with basic benefits. That's essentially the goal of the job guarantee. It's a public option for jobs for those who cannot find employment opportunities. So a stepping stone. It is a stepping stone for students who are graduating and not able to find jobs, or for caregivers who wish to return to paid work and they also need help transitioning. So it is both a safety net and a transitional program, but it is a major macroeconomic policy as well. It will change the landscape and the safety net in some important ways. The economy, even in best of times, doesn't create enough employment opportunities for all. And even when the unemployment rate is very, very low, there are still millions of people who are working in difficult employment conditions. They're not able to secure stable income, stable hours, and provide for themselves. So the job guarantee essentially lifts the floor in the labor market and provides that minimum security. Now imagine what people are facing today when around the world economies are going to experience double-digit unemployment rates, and something that we haven't seen probably since the Great Depression. So on the heels of this crisis will come another, the social crisis that comes with unemployment. And the way to get out of it quickly is through direct employment. The public sector will have to do the hiring to transition us to this better world. And we really are not returning to the old economy. We want to return to a better economy that delivers better employment conditions for everyone. So for sure, we will need mass mobilization, and the Green New Deal is the obvious place to start because there are so many neglected areas of public investment that we can use our unemployed resources to strengthen. But we should be clear that mass mobilization and mass public investment and public employment is still not quite the same thing as guaranteeing an employment opportunity for everyone who comes knocking. And so, yes, we have a lot of work to do. Green projects, also care projects. There are elderly who are sitting at home isolated right now in the pandemic. There are vulnerable people who do not have access to decent food. There are children who also need care and assistance with online schooling. There are teachers that are stressed out trying to homeschool their children and our own children. There is so much work to be done, even in the midst of a pandemic. Now imagine as we emerge out of this pandemic for a new world where we would like to improve all aspects of our life. The job guarantee is a federally funded but locally administered program. And the reason for that is that the federal government is always responsible for the problem of unemployment, for all of the repercussions of unemployment, and for dealing with poverty. And as we know, unemployment has enormous social and economic costs, which we already bear. We are already paying these costs, not just in terms of budgets, but also in terms of the shortages of tax revenue in our communities, in terms of the weaker outcomes, family outcomes, and the other social programs that are designed to address them. But it is locally administered because communities know best what their needs are and what kind of jobs they can create locally. The proposal for a job guarantee is really a bottom-up proposal where citizenry and nonprofit institutions and localities can design proposals and create these local jobs banks where whenever an unemployed person shows up at the unemployment office, they can then choose from those employment opportunities that then fit their skill and experience. And so we can use the unemployed people, our human resources, to strengthen the environment and labor and employment conditions. So let me just put it this way. The job guarantee is green, and a green policy is the one that both takes care of the environment and takes care of people.
unemployed people experience enormous difficulties. They're weaker, they're sicker, they're more vulnerable. And what we want this new economy to do is create prosperity. And prosperity means just guaranteeing some basic economic rights. And the right to a job is one fundamental economic right that we have yet to secure. We'd like to strengthen solidarity because, all of this takes work, and it takes all of us, whether it is repairing the environment, whether it is creating a better life for all. And of course, that is a policy that raises the floor, which provides equal opportunity for all folks to improve their own life chances. Alors, Emeline de Bouver, vous travaillez au sein de l'Institut d'éco-pédagogie. C'est un institut dans lequel on forme des gens au type de métier qui pourraient être possiblement concernés par ce mécanisme de la garantie d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Institut d'éco-pédagogie forme des gens qui appartiennent au public auquel fait allusion Pavlina, un public quand même précarisé? Quelle est la place en fait de la question du chômage, de l'emploi et plus généralement des inégalités dans les formations de l'Institut d'éco-pédagogie? Alors, donc on est une association qui se situe un peu au croisement de l'éducation permanente et puis de l'éducation relative à l'environnement. Et donc on a quand même dans nos formations pas mal de gens qui sont en reconversion professionnelle ou en recherche en tout cas d'un projet qui fait plus sens pour eux. En majorité, c'est des personnes qui ne sont pas non plus dans une grande précarité. Mais on travaille avec d'autres organismes. Par exemple, on fait des formations pour le service civil citoyen ou pour d'autres organismes qui sont qui vont aller vers des publics, une plus grande palette de publics en tout cas. Et du coup, par rapport justement à ce service civil citoyen ou à d'autres types de publics que vous formez, est-ce que ça répond à un besoin aujourd'hui? Alors oui, bien sûr que quand on travaille dans nos secteurs où on est vraiment au croisement entre les enjeux sociaux et enjeux environnementaux, c'est sûr qu'on a en tête d'abord des tas de débouchés, des tas d'emplois à créer dans tous des secteurs qui sont proches des nôtres. Et aussi que on voit passer plein de gens qui sont en formation, qui sont en recherche de ces boulots qui font plus sens, qui sont au service de la communauté, des territoires locaux, et puis qui ne trouvent pas toujours les endroits où ils peuvent développer ces projets professionnels et où on est beaucoup à de l'auto-entrepreneuriat un peu galère parfois, et donc c'est sûr que du soutien là-dedans serait vraiment bien. Vous êtes aussi l'une des spécialistes belges des mouvements sociaux en faveur de la transition. Alors, est-ce que cette proposition, à votre avis, de garantie emploi, est-ce qu'elle fait écho à des revendications au sein du mouvement? Alors oui, de nouveau dans le sens où les mouvements de la transition, on insiste souvent sur l'idée qu'il y a plein de nouveaux métiers de la transition à créer et que donc il y a un besoin de soutien à tous ces métiers du soin de la terre et du soin aux personnes. Mais je pense que pour le mouvement, un mouvement comme la transition, même si il est évidemment très pluriel, ça devrait pouvoir être pensé aussi avec une manière de repenser le chômage. Parce que en fait, pour s'émanciper, pour sortir de la précarité ou pour sortir de mal-être dû à nos situations actuelles, il y en a pour qui c'est la voie du travail qui va venir donner du réseau, donner de la formation, un statut social et tout ça, mais il y en a d'autres pour qui la sortie une émancipation doit passer par un moment plutôt de retrait de la vie productive en fait, et donc aussi peut-être d'un revenu de transition qui serait nécessaire pour assurer que juste on a le droit aussi d'avoir un minimum pour vivre, juste parce qu'on existe, pas parce qu'on est productif ou parce que... Et donc je pense que c'est deux choses qui seraient à penser ensemble, notamment pour ces milieux-là. Merci beaucoup, Emeline de Bouver. Bruno Borin, vous êtes secrétaire général du GRESEA, le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. Est-ce qu'il vous semble que la Belgique est prête à mettre cette mesure de la garantie emploi en œuvre demain? Mais il y a des formes de garantie d'emploi ou d'emploi tremplin, etc., qui existent déjà. Donc l'idée de l'État comme employeur en dernier ressort, c'est pas une idée tout à fait neuve en Belgique. Est-ce qu'elle est... Bon, on a plutôt fait marche arrière ces dernières décennies. Est-ce que
la Belgique est prête là comme ça, je pense pas. Je pense pas qu'on va faire ça pour le moment. Alors je ne dis pas que c'est souhaitable ou pas, mais en tout cas dans le cadre budgétaire et par exemple le cadre budgétaire européen, je vois mal actuellement comment dans ce cadre-là, à politique inchangée, on passerait à l'État comme employeur en dernier ressort de manière importante. Et donc, quelles seraient alors les conditions, selon vous, qui sont nécessaires préalablement à la mise en œuvre de cette mesure? Et peut-être dans un deuxième temps, vous avez suspendu votre jugement sur la mesure en elle-même. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ce que vous en pensez et de ses vertus émancipatrices, pour reprendre le vocabulaire d'Emeline de Bouwer à l'instant? Mais d'une part, la première question que cette mesure me pose, et qui est une condition pour moi, c'est quel financement? Parce qu'on parle du budget de l'État. Or, ce budget de l'État, il doit être financé. Il doit être financé soit par l'impôt. L'impôt sur quoi? Est-ce que c'est sur le capital, sur les revenus de la propriété, sur le travail? Est-ce qu'on essaye de lutter par cette mesure contre les inégalités macroéconomiques de distribution primaire entre le capital et le travail ou pas? Est-ce qu'on va simplement transférer une partie du budget qui était destiné au chômage vers ces emplois? Toutes ces questions-là, pour moi, elles vont avoir un impact sur la capacité de transformation sociale de la mesure. Donc, je pense que c'est vraiment important. Deuxième élément, si cette mesure ne se fait pas à PIB constant, je vais dire, c'est-à-dire que si on ne va pas chercher l'argent pour financer ces emplois dans la richesse actuelle, on va nécessairement augmenter la dépense globale, donc augmenter la consommation globale. Et c'est là que moi, je remets un peu en question. Donc, il y a un lien entre le financement de la mesure et sa capacité à avoir véritablement un impact sur la transition. Parce que je pense que la transition, ce sera un savant mélange entre des progrès technologiques, des emplois verts, mais aussi une certaine sobriété. Et si on augmente le PIB, à un moment donné, on augmente la consommation globale et ça peut poser des problèmes en termes de transition. Troisième élément, là c'est plutôt est-ce que c'est souhaitable ou pas. Dans le cadre actuel, pour moi, l'État n'est pas nécessairement un bon patron. Je veux dire que l'État néolibéral tel qu'il existe est un employeur qui crée des burn-out, est un employeur qui réduit les budgets, est un employeur qui ne met pas dans des bonnes conditions de travail. Les suicides, c'est chez France Télécom qui se sont passés. Donc c'est un élément de doute pour moi. Sans un plan d'investissement public important, est-ce que ces emplois vont pas devenir des bullshit jobs comme on connaît d'ailleurs également dans le secteur privé? Et alors, dernière petite chose, là où je réserve également mon jugement sur la mesure, c'est est-ce qu'on touche vraiment le cœur de cible? C'est-à-dire, est-ce que, comme l'a dit Emeline, est-ce qu'en termes d'émancipation, est-ce qu'on remet en cause la question de la division du travail, du fait que des métiers qui nous sont apparus socialement extrêmement importants aujourd'hui sont dévalorisés, et donc plutôt que des emplois publics parfois au rabais, je dirais, est-ce qu'il ne faut pas libérer le chômage? C'est-à-dire permettre à des gens de travailler, d'avoir une activité en dehors du salariat, en dehors du rapport social capitaliste. Voilà. À l'Institut d'éco-pédagogie, on avait un peu le même genre de crainte par rapport à cette mesure. C'était qu'il y ait une forme, que ceux qui gèrent en fait le programme de Job Garantie figent en fait cette notion de quels sont les besoins de des communautés. Parce que cette mesure, en fait, pour son succès, elle repose sur le fait qu'on puisse décider collectivement, et donc ça pose plein de questions. Qui décide de ce qu'on a besoin, d'une collectivité a besoin? Comment est-ce qu'on fait évoluer ces besoins? Comment est-ce qu'on les fige pas? Et puis il y a plein de visions en fait. Comment est-ce qu'on fait coexister différentes visions? Comment est-ce qu'on donne place au conflit, au désaccord? En fait, ça pose plein de questions, même si c'est très enthousiasmant. Merci à tous les deux d'avoir été là pour vous pencher avec nous sur cette idée de garantie emploi. Et vous allez voir, les questions que vous posez, elles sont tout à fait pertinentes et on essaye d'y répondre avec les autres propositions qui suivent là maintenant tout de suite. Donc restez avec nous. La proposition suivante est portée de longue date par Isabelle Ferreras. Elle est chercheuse au FNRS, elle travaille à l'UC Louvain et à l'Université d'Harvard.
Alors ce qu'elle propose, c'est de démocratiser les entreprises en faisant en sorte que les travailleurs puissent y avoir autant de poids que les apporteurs de capital. C'est une proposition dont on va discuter juste après avec Sarah Lafuente et Mathieu Verhagen, mais tout d'abord, on écoute la proposition d'Isabelle Ferreiras. Ce que cette crise révèle au grand jour, c'est que sans les travailleurs, sans les travailleuses, ceux que j'appelle les investisseurs et investisseuses en travail, il n'y a tout simplement pas de production ni de service. Il est devenu aujourd'hui injustifiable de considérer les investisseurs en travail comme de simples ressources humaines ou des parties prenantes parmi d'autres de l'entreprise, les clients, un peu l'environnement, les fournisseurs, les voisins. Non, les investisseurs en travail sont constitutifs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont au moins autant que le capital constitutifs de ce qu'est la réalité de l'entreprise. Dans le cas d'une société démocratique, les tenir à l'écart du gouvernement de l'entreprise, c'est devenu injustifiable. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette question de savoir comment on pourra exprimer la reconnaissance de la société aux travailleurs qui font des efforts inouïs pour que celle-ci ne s'effondre pas. Il nous faudra plus que de la redistribution. Bien sûr, il nous faut aplatir la courbe indécente des rémunérations et augmenter le niveau du plancher. Mais ça ne suffira pas, il nous faut de la justice politique, c'est-à-dire de la citoyenneté dans l'entreprise. Le président Macron nous dit que nous sommes en guerre, que ceci est la guerre de notre époque. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, qu'avons-nous fait? En reconnaissance de leur contribution incontournable à la société, nous avons accordé le droit de vote aux femmes. Il faut amener aujourd'hui la délégation du personnel au niveau du conseil d'entreprise, cet embryon de chambre de représentation des investisseurs en travail, composé des élus, des travailleurs, sur les listes déposées par les organisations syndicales lors des élections sociales, à être dotés des mêmes droits que ceux exercés par le conseil d'administration, afin de soumettre le gouvernement exécutif de l'entreprise à une double majorité. Le choix du CEO ou de la CEO, celui de la stratégie de l'entreprise, comment allons-nous faire pour réorganiser les organisations à l'heure du déconfinement? Comment allons-nous répartir les efforts et les profits? Ce sont tous des enjeux qui ne peuvent pas être laissés dans les mains des seuls apporteurs de capital. Quand on étudie l'histoire de la démocratisation des entités qui sont soumises au gouvernement unilatéral d'une de ces parties constituantes, eh bien, l'on retrouve un moment particulier, un moment bicaméral, et ce depuis 25 siècles. Un moment où propriétaires qui monopolisaient le pouvoir et travailleurs, démos, peuple, se reconnaissent le droit de veto mutuel sur les décisions qui les impactent tous deux. Cette histoire, qui est donc très longue, de sortie des despotismes, doit se prolonger aujourd'hui, car elle parle directement à la réalité de l'entreprise capitaliste. La double majorité, donc ce droit de veto collectif, c'est ce qu'apprend l'histoire du bicamérisme. Ce saut peut être fait en Belgique, sans chambardement institutionnel, car l'institution, elle est déjà là. Le conseil d'entreprise, il est là. Ce bicamérisme pour l'entreprise, c'est la manière d'opérationnaliser institutionnellement le principe du contrôle ouvrier porté par le mouvement syndical, c'est-à-dire l'idée de pouvoir avoir les moyens de véritablement peser et infléchir les projets de l'entreprise, la prérogative que se gardent en régime capitaliste les apporteurs de capital. Eh bien, c'est aussi le point de passage vers une économie démocratique, c'est-à-dire qu'une fois que les travailleurs et leurs représentants auront appris à gouverner l'entreprise, on peut très bien imaginer qu'ils auront alors la possibilité d'envisager de racheter leur part aux apporteurs de capitaux et ainsi d'établir des entreprises démocratiques qui se gouvernent sans avoir à rentabiliser le capital avant tout. C'est ce que certains appellent l'autogestion et d'autres les coopératives. Sarah Lafuente Hernandez, nous venons d'entendre Isabelle Ferreiras parler de démocratisation des entreprises. Vous êtes chercheuse à l'Institut syndical européen. Est-ce que
précisément ces organisations syndicales mettent aujourd'hui à l'agenda la question que soulève Isabelle Ferreras. Est-ce qu'elle vise aujourd'hui à renforcer la représentation des travailleurs? Est-ce qu'elle vise à démocratiser les entreprises? Oui, effectivement, bon, c'est une revendication syndicale depuis toujours, hein, mais c'est vrai qu'à l'heure de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, hein, crise sociale, économique, qui a commencé par l'humanitaire, mais dans ces contextes, c'est vrai que la participation a toujours pris une place dans les agendas. C'est quelque chose qu'on remarque dans l'histoire. Et les revendications étaient déjà là, mais aujourd'hui, elles sont d'autant plus prégnantes, hein, parce que les représentants des travailleurs ont un rôle à jouer très important au niveau de consultation, négociation par rapport aux thèmes de santé-sécurité, mais aussi de toutes ces réorganisations au travail qui se mettent en place aujourd'hui. Et la proposition d'Isabelle Ferreras, si je comprends bien, va au-delà de ces droits même. Vise vraiment à donner un poids dans les décisions en amont de l'entreprise. Donc cela, oui, rentrerait dans ces revendications-là, mais pour les pousser en avant, ce que je comprends dans ce contexte. Ok. Nous venons de parler des organisations syndicales. Est-ce que les travailleurs, pour leur part, est-ce qu'eux aussi ils portent ces revendications? Est-ce que vos enquêtes à l'Institut syndical européen donnent à voir une attente aussi des travailleurs de peser sur le destin de leurs entreprises? Ou est-ce qu'ils veulent se ranger derrière la situation actuelle et s'en contenter? Ah oui, bon, je pense que peut-être que les travailleuses de base ne vont pas porter en tant que tel ce projet de bicamérisme, parce que bon, c'est une proposition assez originale d'Isabelle Ferreras, mais l'ambition est là quand même, et les frustrations sont quand même retrouvées au niveau de conseils d'entreprise, niveau local, etc. Oui, on ressent des frustrations par rapport à ne pas avoir plus d'implication, au fait que les avis des représentants dans les conseils d'entreprise ne sont pas suffisamment pris en compte dans les décisions finales. On a souvent, parmi les travailleurs, l'impression que les décisions sont prises ailleurs, que leurs avis ne sont pas pris en compte. Et en tenant compte de ça, oui, on peut dire que ça rejoint une aspiration des salariés, même au niveau de leur poste de travail. Il y a des aspirations de pouvoir avoir plus de contrôle sur ce qui tient à leurs tâches du quotidien, etc. Oui. Oui. Si je peux me permettre de rebondir et faire rebondir Mathieu Verhagen. Mathieu, vous êtes syndicaliste et aussi membre des actrices et des acteurs des temps présents. Donc, c'est deux positions qui sont intéressantes pour ce que vient d'expliquer Sarah. Puisque l'idée du bicamérisme ne serait pas portée par les travailleurs, est-ce qu'elle sera portée par les syndicats eux-mêmes ou par d'autres types d'organes? Qui peut porter cette idée aujourd'hui? Bon, d'abord, j'aimerais bien préciser une chose, c'est que je salue l'idée de Ferreras par rapport à ce bicamérisme, mais je rappelle quand même que dans l'obtention des droits sociaux au XXe siècle, effectivement, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y fait référence, tous les organes de concertation étaient prévus justement pour pouvoir avoir un équilibre, d'une manière ou d'une autre, entre les travailleurs et les patrons. Alors, quand on dit est-ce que ça va être porté par les syndicats ou les travailleurs, moi je dis c'est question de rapport de force aussi qui s'instaure. Nous, on est vraiment clairement pour de la démocratie directe, que ce soit dans le monde du travail ou ailleurs, et qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent être impliqués dans les décisions qui sont prises pour ce qu'on pourrait appeler le bien commun, c'est-à-dire que ce soit au niveau du travail ou ailleurs. Et donc, ces rapports de force peuvent se faire effectivement dans un conseil d'entreprise qui pourrait, et j'entends le raisonnement qui pourrait contrebalancer un CA, mais ce rapport de force se fait surtout, pour moi, dans l'éducation permanente qu'on peut donner aux travailleurs, dans l'information complète sur justement les enjeux économiques, les enjeux juridiques, les enjeux sociétaux, tous les enjeux qu'on va avoir aussi maintenant autour des banques, et la nationalisation ou pas des banques, de dire on relance l'économie, on relance comment et on relance avec qui. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, mais
Pour nous, le vrai rapport de force, c'est l'Assemblée générale, c'est les travailleurs, c'est l'ensemble des travailleurs qui décident. Donc c'est pas le syndicat qui représente les travailleurs, le syndicat c'est quoi? C'est l'ensemble des travailleurs qui le composent, et je crois que c'est là c'est là que ça va jouer, et c'est là que ce serait le plus important. Voilà, je m'en tiendrai à ça comme réponse pour l'instant, mais donc ce serait pas d'opposer travailleurs et syndicats ou CA et conseil d'entreprise, ainsi de suite, c'est de dire comment impliquer le plus de gens possible pour pouvoir avoir une gestion correcte. Après, voilà, il y a d'autres pistes, hein. Si on reste dans ce modèle-ci tel qu'elle le propose, oui, mais alors, donnons les outils et les armes nécessaires aux gens pour qu'ils puissent réellement comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux réels dans une entreprise. Moi, j'aimerais réagir. Oui, donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathieu vient de dire. Hein, c'est au final les rapports de force et les ressources qu'on va mettre qu'on va mettre au service des représentants ou des travailleurs même, hein, de leurs organes de représentation, qui vont compter, qui vont faire en sorte qu'ils puissent peser vraiment dans les décisions. Mais je pense tout de même que les structures qui sont établies pour rendre cette représentation utile sont très importantes, sont très nécessaires. Et c'est ce qui, je trouve, qui est un élément très intéressant ici dans le bicamérisme, c'est que structurellement, le conflit d'intérêts au sein de l'entreprise est reconnu. Le capital et le travail sont vraiment représentés et sont reconnus dans des organes distincts, ce qui permet les travailleurs de peser en tant que collectif dans les décisions. Ce qui est tout à fait différent, par exemple, du modèle de codécision allemand qu'on rappelle souvent, hein, et dont on parle très souvent, et qu'en Belgique est souvent vu avec un peu de suspicion, parce qu'effectivement, c'est les travailleurs dans ce cas qui viennent prendre des sièges au sein des conseils de surveillance. Donc c'est un organe en principe représentant du capital, des actionnaires, qui fonctionne dans cette logique. Alors que dans le bicamérisme de Ferreira, c'est ça qui fait la différence radicale. Voilà, on a un organe qui ressemble en fait plus à un conseil d'entreprise, mais avec des compétences élargies, et qui permet donc de faire passer des décisions en comptant avec la majorité des travailleurs. Donc ça, tout d'abord, si je peux me permettre un dernier élément qui revient aussi, qui rebondit sur ce que Mathieu a dit, c'est qu'effectivement, après, le bicamérisme économique n'est pas la réponse absolue à la démocratisation de l'entreprise. Et là, je suis tout à fait d'accord, syndicats et travailleurs doivent chercher aussi à démocratiser l'entreprise bien au-delà, dans tous les niveaux de décision, et d'articuler ces différents niveaux, soit assemblée générale, droit de grève, etc., pour relier cela à une représentation dans une chambre des investisseurs de travail ou autre, au conseil d'entreprise à compétences élargies. Voilà. J'espère que j'étais... Merci. Merci beaucoup. Moi, j'entends, enfin, je vais finir sous forme de question aussi. C'est-à-dire, est-ce que ce modèle doit continuer? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt aller vers des coopératives? Donc, c'est reposer la question par rapport à l'actionnariat en tant que tel. Et ça, au niveau des actrices des temps présents, on est clair. Nous, on aurait plutôt vers un modèle comme le T1336, où les travailleurs reprennent réellement alors l'outil économique. Et donc, on dit bicaméralisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les travailleurs au sein des comités, des conseils d'administration? Ça, c'est poser une question. Et puis, j'ai une autre question. On a vu sur les 4 dernières années, avec le gouvernement au niveau fédéral en tout cas, que la concertation sociale a été très, très, très compliquée, pour pas dire quasiment nulle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe dans la loi, on doit concerter les syndicats et ainsi de suite, et puis après, on passe à travers, on met en place tout le programme du VOCA, de l'AFEB et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, franchement, même les gens de l'AFEB de se dire, waouh, le gouvernement va encore plus loin que ce qu'on demande, merci patron, comme dans le fameux film. Et donc, je me dis, voilà, il faut pouvoir rééquilibrer les forces, et à un moment ou à un autre, il n'y a rien à faire, c'est comme pour tout. Je veux dire, ce sera dans la participation des gens, et pour pouvoir participer, et pour pouvoir vraiment avoir ça, il faut éduquer les gens, travailler, et multiplier les assemblées générales partout. Je crois que c'est le bon moment aujourd'hui, dans les entreprises, et là je lance un message un petit peu à toutes les organisations syndicales, on a un texte qu'on va faire circuler aussi, c'est de dire, voilà, c'est peut-être bien le moment aujourd'hui de se réveiller, de se dire, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. On a vu effectivement que le monde du travail, comme le souligne Ferreras, est essentiel, que l'actionnariat, la haute finance,
que les gens qui se réunissent à Davos et ainsi de suite est beaucoup plus de l'ordre de l'accessoire, et donc rééquilibrons les choses et retrouvons-nous ensemble voilà, dans des mouvements sociaux qui vont être assez clairs et assez tenaces. Je pense entre autres au niveau des soins de santé et au niveau de différents secteurs où voilà, ça fait des années qu'on dit que c'est une catastrophe et ça fait des années qu'on nous dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc si cette proposition peut rééquilibrer les choses, bah, nous on est partie prenante. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses qui nous permettent d'ailleurs de glisser facilement vers la prochaine proposition qui est portée par Benoît Boritz et qui justement soulève la question de l'apport en capital dans ces entreprises une fois qu'elles sont démocratisées. On accueille à présent Anne-Laure Desgris et Bernard Bayot pour nous pencher ensemble sur l'opportunité que représenterait la constitution d'un fonds socialisé d'investissement. C'est une idée portée par Benoît Boritz, chercheur militant en économie et cofondateur de l'association Autogestion. Le fonds socialisé d'investissement, comme son nom l'indique, c'est d'abord un fonds. Sa finalité, c'est de fournir aux banques des crédits de long et moyen terme. Et comme il s'agit d'un fonds socialisé, d'un fonds collectif, qui nous appartient à toutes et tous, sa gestion est démocratique. Et ça, c'est une rupture essentielle par rapport au monde que nous connaissons, dans lequel les investissements ne se font pas en fonction de l'orientation générale de l'économie décidée par les citoyennes et citoyens, mais par la rentabilité des investissements. Une petite note, ce fonds, il peut servir à intégrer les fonctions d'une banque centrale ou coexister avec une banque centrale déjà existante. Alors, pour voir quels sont l'intérêt de ce fonds, je commencerai par un premier constat. Le système capitaliste, il a une tendance à raréfier les investissements, à ne réaliser que ceux qui rapportent une rentabilité et trop souvent au mépris de l'intérêt écologique et social. Il y a un deuxième constat que je ferai, c'est que, c'était votre propos introductif, il est urgent de démocratiser l'entreprise, c'est-à-dire de confier sa gestion à ses travailleurs et ses usagers, et non plus à des propriétaires qui ont apporté de l'argent et qui en ont obtenu la direction. Donc ça suppose que le fonds il soit capable d'apporter sur le mode du prêt tous les financements possibles, et notamment ceux que le capital assurait précédemment, comme par exemple la recherche et développement. Donc, pour résumer, l'objectif du fonds, c'est d'apporter la démocratie dans l'économie. C'est d'une part permettre aux salariés et aux usagers de diriger les entreprises tout en offrant à la collectivité les moyens de définir les grandes orientations de l'économie. Alors, une fois qu'on a posé ça, la question qui se pose, c'est comment ça va faire, comment ça va fonctionner. Je dirais, on va d'abord initier ce fonds. On va l'initier par des prélèvements fiscaux et puis sincèrement, je préfère les cotisations sociales. Pourquoi? Parce que ces cotisations, elles permettent d'augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée et donc de poser la question de l'éviction des actionnaires et la démocratisation immédiate des entreprises. Alors, comme je l'ai dit, ce fonds, il accorde des crédits de moyen et long terme aux banques. L'intérêt, c'est que ça permet de stabiliser le bilan des banques qui n'ont pas besoin de se refinancer sur des marchés financiers qui ne serviront plus à rien d'ailleurs. Et puis, bien sûr, je précise qu'on parle ici de banques socialisées, c'est-à-dire des banques qui sont dirigées par leurs salariés et leurs usagers, comme les autres entreprises. Alors, les banques, les entreprises, elles continueront de se financer auprès des banques sans critères particuliers. La grande nouveauté, c'est le débat démocratique sur l'orientation de l'économie qui débouche sur des budgets d'investissement par thème ou par nature. Alors, je vais donner deux exemples pour l'illustrer. La transition écologique, la transition écologique, un de ses aspects, c'est l'efficience énergétique. Il est possible de définir un budget pour l'isolation des habitations. Et à partir de ce moment-là, les banques vont piocher dans ce budget. Autre chose, on parlait de la recherche et développement tout à l'heure, elle ne se finance actuellement que par les apports en capitaux. On va définir une enveloppe budgétaire qui sera destinée à cette fonction. Le rôle du fonds, c'est d'exécuter ce que les citoyennes et citoyens ont décidé, donc d'exécuter ces enveloppes, et pour chacun de ces enveloppes,
de définir un taux d'intérêt qui pourrait éventuellement être négatif d'ailleurs pour subventionner les chantiers prioritaires que nous nous sommes donnés. Alors, je pense sincèrement que ce fonds est capable d'aider à relever les défis sociaux et environnementaux de notre époque. Bon, c'est une banalité que de dire que notre monde court actuellement à la catastrophe écologique et sociale. Je pense que la raison principale, c'est l'absence de démocratie économique. Il y a un pouvoir qui appartient de facto à celles et ceux qui ont de l'argent, du capital. Alors, bien sûr, il existe une démocratie qui nous permet d'élire une chambre législative, un gouvernement. Bien sûr qu'ils ont la possibilité d'inciter les investissements dans un sens ou dans un autre, mais ils sont toujours en but avec des investisseurs qui ont des exigences de rentabilité. Et du coup, on oublie ce qui sont les besoins urgents. Donc, le fonds socialisé d'investissement, pour résumer, c'est l'outil qui nous permet de nous passer à la fois des actionnaires et des marchés financiers. C'est l'outil qui permet l'émergence d'une démocratie économique véritable dans laquelle on pourra décider les grandes orientations de l'économie. Or, ça ne garantit évidemment pas que la population prendra les bonnes décisions, mais ça signifie qu'elle pourra désormais les prendre en toute liberté, sans avoir à transiger avec le pouvoir politique de l'argent, qui aura de facto disparu. Alors maintenant, nous sommes de retour avec vous, entre autres Bernard Baillot. Vous êtes président de Newbie, cette jeune banque coopérative belge. Est-ce que Newbie pourrait servir, elle aussi, à la démocratisation des entreprises, au service des travailleurs et des citoyens? Alors, d'abord, première chose qui est importante à relever, c'est que Newbie elle-même est une entreprise démocratique. C'est-à-dire qu'effectivement, Newbie ne se finance pas sur les marchés financiers. Je rappelle que ces derniers jours, au mois de mars, en particulier, à 2 jours durant, les entreprises bancaires sur les marchés boursiers ont eu des variations de plus de 15% de leur valeur en une seule journée. Donc il y a là un facteur effectivement de volatilité très forte. Une coopérative, qu'il s'agisse d'une coopérative bancaire ou n'importe quel type d'entreprise, appartient à ses clients, à ses travailleurs, etc., suivant les modèles, et donc n'est pas soumis effectivement à ces marchés financiers. Donc le modèle Newbie repose là-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une banque comme Newbie ne financera à 100% que des entreprises qui fonctionnent de manière coopérative? Peut-être pas, mais en tout cas, le but, c'est en tout cas que le modèle coopératif soit le plus important possible, devienne le plus important possible dans la société. Alors, Anne-Laure Desgris, vous êtes co-dirigeante de Smart, c'est l'entreprise partagée qui accueille en son sein les projets professionnels de ses membres. Est-ce que vos membres rencontrent des problèmes auxquels aujourd'hui un fonds socialisé d'investissement pourrait répondre? Je pense en particulier aux artistes qui, si je me trompe, sont nombreux à passer par Smart. Alors, des problèmes de financement, bien sûr qu'on en rencontre, puisque dans ce modèle, même si il a une vingtaine d'années au sein de Smart, il est toujours perçu comme atypique. Sur la question du fonds socialisé d'investissement, évidemment que ça serait bien, puisqu'on fait partie des organisations qui ont des problèmes, je vais dire, presque structurels de financement. Nous sommes une coopérative, donc nous ne rémunérons pas le capital, par contre nous le possédons. Ça c'est quand même un point, puisqu'on faisait référence à de la démocratie économique qui est majeure, mais on ne rémunère pas le capital, donc on n'attire pas d'investissement. Et comme on ne dégage pas de marge particulière, les banques telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, on a souvent du mal à trouver ce dont nous avons besoin. Sur le fonds socialisé d'investissement, comme je le comprends, sur un flux monétaire qui serait permanent, du coup ça vient aussi questionner la façon dont on s'organise autour de nos fonds propres, puisque aujourd'hui dans la coopérative, il y a des fonds propres qui sont amenés petit morceau par petit morceau par les milliers de coopérateurs qui utilisent Smart. Donc du coup, dans cette représentation du modèle tel que je me le fais au sein de Smart et sur un fonds socialisé qui est inclus dans un système bancaire, je dois avouer que j'ai pas mal de questions, enfin du coup pour me projeter de façon opérationnelle,
Mais ceci étant, nous, on est partie prenante aussi, puisqu'on a, par exemple, participé à la levée de fonds de la Banque Newbie dans ce sens, en se disant acteurs, démocratie économique, propriétaires de notre richesse travail, comment est-ce qu'on fait pour élaborer un système complexe qui nous redonnera de l'autonomie sur ces questions-là. Je me permets de revenir quand même sur cette question. On parle beaucoup et les artistes essayent de faire entendre leur voix aujourd'hui par rapport à leurs craintes. Ils sont victimes de la crise en cours, mais ils ont peur aussi de ne pas faire l'objet des mesures qui pourraient être prises dans l'idée d'une reprise économique parce que leurs métiers ne sont pas reconnus. Est-ce que vous pensez que ce type de fonds d'investissement permettrait à ce secteur mal reconnu de sortir de cette crise? Oui, tout ce qui permet finalement ce qu'on a repéré autour du métier d'artiste, avec le temps et les années, on voit que ça s'applique à tout un tas de types de métiers et de ce que je vais nommer l'intermittence de l'emploi, plutôt que le statut d'intermittent qui serait attaché au métier du secteur artistique. Donc c'est beaucoup plus large, mais la figure de l'artiste est plus visible aujourd'hui. Ce qu'on a trouvé à travers l'organisation comme la coopérative Smart, c'est qu'en s'agrégeant, en mutualisant, en modélisant un modèle du grand nombre, on a réussi à accéder à des ressources capitalistiques, mais pas que, et à se faire entendre ou des pouvoirs publics ou du secteur bancaire pour des besoins de financement. Donc évidemment, la proposition telle qu'un fonds socialisé d'investissement, dès qu'on mutualise, on voit qu'on arrive à mieux repérer dans la grande masse la somme d'individus ou d'individualités qui ont des besoins. Et par rapport à la crise actuelle Covid, nous n'avons pas de crainte en tant que telle, mais par contre, nous relayons les appels du secteur artistique, mais aussi des autres secteurs de l'emploi, de cette intermittence de l'emploi, puisque effectivement, elles ne sont pas perçues dans les grandes mailles sociales ou financières de nos différents États. Et du coup, on a besoin vraiment de faire valoir, de faire entendre toutes ces voix, puisque effectivement, on a aussi des situations sociales qui peuvent être très, très dures. Voilà, alors du coup, effectivement, moi je partage tout à fait l'opinion qui vient d'être exprimée sur la nécessité de mutualiser le risque. Parce qu'en réalité, je pense que dans la proposition qui est faite, on parle de beaucoup de choses sauf du risque. Effectivement, il est essentiel qu'il y ait le choix de la part des financeurs, des secteurs qu'ils souhaitent financer, en quelle proportion, avec quelles conditions, etc. Et donc toute chose qui, par exemple, est faite dans un modèle comme Newbie, de banques coopératives comme Newbie. Après, il ne faut pas oublier qu'un financement comporte du risque. Aujourd'hui, alors je n'ai pas les statistiques en tête, mais je pense que dans toutes les nouvelles entreprises en Belgique, dans les 5 premières années, je ne sais plus si c'est un tiers ou 50% des gens tombent en faillite. Et donc, du coup, la question est de savoir, n'est pas seulement de savoir, vous êtes dans un secteur qui est socialement, environnementalement acceptable, mais est-ce que votre business plan tient la route, etc. Quel niveau de risque on est prêt à prendre? Et est-ce que ça, c'est le rôle d'une banque? Chez Newbie, on dit non. On dit que c'est avant tout le dépôt de l'épargne des gens que l'on reçoit pour nous-mêmes financer l'activité économique. Et donc, ces dépôts méritent effectivement d'être gérés avec prudence. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, une banque comme Newbie ne fait pas d'investissement, uniquement des prêts, mais que ça veut dire par conséquent qu'il faut d'autres personnes qui, elles, prennent le risque de l'entreprise, ou en tout cas prennent davantage de risques. Et donc, du coup, l'idée d'avoir des coopératives de travailleurs qui mutualisent ce risque entre eux est évidemment essentielle. Le risque, c'est que sinon, on assèche le financement. Si personne ne veut prendre le risque, vous aurez beau avoir une activité aussi belle que vous voulez sur le plan social, environnemental, s'il n'y a personne qui vous finance parce que votre activité est jugée trop risquée, ben vous ne démarrerez tout simplement pas votre projet. Donc ça, je pense que c'est un élément dont il faut tenir compte, et donc serrer les questions. Il y a la question de la prise de risque, et là la réponse est la mutualisation, et la question d'un financement prudent, et ça c'est la question des banques coopératives qui donnent des prêts. Oui, clairement, hein, sur la question du risque et ce que
le modèle des coopératives de travailleurs permet, puisque de fait, on ne peut pas faire faillite quand on a une activité au sein de Smart ou d'une coopérative équivalente. L'activité peut s'arrêter, mais il n'y a pas de faillite puisqu'elle est encapsulée dans un système qui permet d'amortir cette fin d'activité ou de couvrir un impayé, enfin différents éléments. Donc je trouve que c'est très vertueux et en écho de ce que vient de partager Bernard. Merci Bernard Baillot, merci Anne-Laure Desgris d'avoir évoqué en particulier la question des risques. Alors des risques d'un autre type mais très réels, bon nombre de travailleurs et surtout de travailleuses en ont pris et en prennent encore durant cette crise en étant en première ligne d'emplois qui sont particulièrement utiles pour l'instant et particulièrement mal payés depuis longtemps et depuis toujours. On va voir à présent comment on pourrait revaloriser ces emplois les plus utiles socialement. Bonjour à Antoinette Brouillot et Daniel Richard. Nous allons écouter avec vous l'économiste Florence Janicatrice nous parler de la façon dont il faudrait aujourd'hui avancer vers une réelle égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc nous sommes en pleine crise sanitaire et cette période très particulière n'a vraiment pas fini de démontrer l'importance décisive de certaines activités pour assurer la survie et aussi l'organisation sociale des sociétés. Les activités auxquelles je fais référence ici prennent en charge des fonctions qui sont vraiment vitales et qui sont des fonctions de première nécessité. Nourrir, soigner, éduquer, aider, etc. Donc cette crise montre aussi que ces activités de service, puisqu'il s'agit d'activités de service, en fait, sont caractérisées par un très très fort et très irréductible degré relationnel qu'on songe aux infirmières, aux aides-soignantes, aux aides à domicile ou aux hôtesses de caisse. Ces métiers, ils ont en commun de nécessiter une relation de face à face, une relation de proximité entre le bénéficiaire de la relation et le prestataire. Et par ailleurs, ce sont des métiers pour l'essentiel qui sont occupés par des femmes, on l'a vu et on continuera de le voir. Alors parmi ces métiers, ceux qui sont le moins valorisés symboliquement essentiellement ont des rémunérations ultra faibles. Ultra faibles y compris quand on les compare aux rémunérations des ouvriers non qualifiés. Et cet écart entre les ouvriers non qualifiés et ces employés, il se constate alors même qu'une partie de ces employés de service est diplômée, que les tâches à réaliser ont un certain degré de complexité et que les compétences qu'elles mobilisent sont particulièrement nombreuses. Il y a des tas de travaux vraiment qui ont montré que ces salariés déploient vraiment de l'autonomie dans le travail, qu'ils prennent des initiatives et qu'ils endossent des responsabilités, y compris vis-à-vis des personnes dont ils prennent soin, par exemple. Et chez ces professionnels, il y a deux éléments au cœur des conditions de travail et souvent de la pénibilité. D'un côté, la disponibilité temporelle, c'est-à-dire le fait de devoir se mettre à disposition du public au moment où les besoins sociaux sont exprimés. Et puis, d'autre part, la relation de service. Cette économie de service relationnel, comme on l'appelle parfois, elle invite donc à remettre sur l'établi une épineuse question qui par ailleurs est absolument passionnante, qui est la question de la valeur de ces emplois qui sont, tout le monde semble s'y accorder aujourd'hui, à forte utilité sociale. Alors ça, ce sont les constats, mais qui n'ont pas été toujours partagés. Sans doute la crise permet d'avoir une sorte de diagnostic de plus en plus partagé et c'est tant mieux. Mais devant l'urgente nécessité de promouvoir ces métiers, il y a vraiment plusieurs stratégies. D'un côté, une des stratégies consiste à recycler des logiciels économiques qui sont, de mon point de vue, totalement surannés. Par exemple, à alléger la fiscalité et les cotisations sociales qui environnent ces emplois. C'est le chemin qui a été emprunté par la plupart des politiques économiques de lutte contre le chômage depuis des décennies. Et l'impasse de cette stratégie, c'est d'avoir vraiment envisagé ces activités de service exclusivement dans leur capacité à résoudre le chômage. Qu'on songe par exemple au plan de développement des services à la personne de 2009 en France, où on faisait vraiment miroiter la création de plusieurs millions d'emplois. Et puis, on n'envisage jamais ces emplois, et c'est pour cela que c'est une impasse, dans leur capacité décisive à soutenir et à prendre soin de la vulnérabilité de la société. Deuxième stratégie possible,
c'est celle que l'on commence à voir poindre ici. Ça consiste à développer des dispositifs très spectaculaires, mais aussi très ponctuels de valorisation, à coup de primes de crise, voire de primes de performance. Et ces rémunérations, de mon point de vue, sont tellement éloignées des enjeux structurels que j'ai à peine envie d'en parler parce qu'il y a aussi un élément un peu cynique. Ça renvoie d'ailleurs à des théories néoclassiques incitatives. Et il me semble que la troisième stratégie que j'ai identifiée, c'est celle qui est la plus à la hauteur des enjeux, consiste vraiment à prendre la question à la racine. Alors de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit de mettre en œuvre cette fois une hausse générale et vraiment coordonnée des salaires de l'ensemble de ces branches d'activité du care, de ces activités du prendre soin, qui sont souvent d'ailleurs réalisées dans le secteur public ou dans le privé non lucratif, on dirait dans l'ESS en France, et d'appliquer en sus l'égalité vraiment salariale entre les hommes et les femmes, même lorsque les emplois sont différents, mais considérés de même valeur, comme c'est déjà expérimenté dans certains pays comme le Canada, et comme c'est réclamé d'ailleurs par l'ensemble des partenaires sociaux en France aujourd'hui. Et il me semble que par ces dispositifs très structurels, mais aussi un peu radicaux, on accéderait alors tout à la fois à la valorisation des activités absolument indispensables à la gestion de la vulnérabilité de la société et aussi à la véritable égalité entre les hommes et les femmes. Alors Daniel Richard, vous êtes secrétaire régional à la FGTB. Comment une organisation qui est historiquement très masculine et ancrée dans l'emploi industriel intègre aujourd'hui ces enjeux qui sont liés à l'économie de service et à la place en particulier qui occupe les femmes ? Je nuancerai en disant qu'on reste ancré majoritairement en fait dans l'industrie. On a on représente en fait pas mal de travailleurs effectivement actifs dans les secteurs dont on parle, que ce soit ceux du care ou ceux des services, de manière générale. Pour répondre à la question de savoir comment est-ce qu'une organisation comme la mienne en fait peut intervenir en fait sur ces questions d'égalité, sur ces questions en fait liées aussi à l'invisibilité en fait d'une série de travailleurs qui sont essentiels. La crise le montre aujourd'hui dans le fonctionnement de la société. La première réponse que j'ai envie de dire, elle touche en fait à la revendication qui est portée depuis un certain nombre d'années par les organisations syndicales, qui est la revalorisation du salaire minimum, qui est le porté à 14 €, qui est déjà en fait une première réponse. J'ai envie de dire aussi en fait que cette revendication touche d'autres secteurs dont on a moins parlé en fait dans la séquence qu'on vient d'entendre et qui sont par exemple toutes les fonctions liées à l'entretien. Dans l'industrie ou dans les services aujourd'hui, on mesure bien à quel point en fait la fonction en fait de l'entretien participe en fait à la stratégie de résistance par rapport en fait à l'épidémie. Antoinette Brouillot, vous êtes coordinatrice d'Association 21, une plateforme d'organisations qui sont actives dans le secteur du développement durable. Comment est-ce que les organisations que vous représentez portent-elles aujourd'hui cette proposition historique de revalorisation économique, mais peut-être aussi sociale, des métiers du soin à la personne et peut-être à la terre aussi ? Oui. Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir la notion d'emploi convenable et de sorte que, par exemple, on puisse considérer au niveau de l'ONEM ou d'autres institutions que les personnes qui veulent faire vraiment un emploi utile socialement et dès lors qui ne veulent pas faire quelque chose qui est nuisible, eh bien que leur souhait soit légitime. Ça, c'est une première chose. Je voudrais également ajouter que bon, c'est très bien si les métiers du care maintenant sont revalorisés, c'est excellent. Il y a aussi d'autres métiers qui sont dévalorisés d'une façon tout à fait caricaturale. Par exemple, les saisonniers, on l'a vu tout récemment. Eh bien voilà, la Belgique est complètement dépendante d'un circuit où 80% des saisonniers, ce qui concerne 56 000 personnes pour la Belgique, c'est quand même beaucoup. Ces personnes viennent d'Europe de l'Est. Et les salaires, c'est 9,26 € brut de l'heure. Et en fait, il n'y a quasi pas de sécurité sociale. C'est vraiment le bas du bas de l'échelle, avec un métier très dur physiquement, dans un secteur où déjà les agriculteurs, les horticulteurs, ils ont une pression sur les prix eux-mêmes, ont des difficultés d'être bien payés, etc. Donc là, on voit aussi qu'il y a toute une filière à revaloriser et qui mobilise énormément le monde associatif. On est très soudés, mobilisés pour défendre l'agriculture paysanne depuis des années.
Donc c'est un exemple qui tient beaucoup à cœur, je pense, à la société civile et l'ensemble des citoyens, parce que manger, c'est vital aussi. Et puis, un autre exemple, tout à fait dans l'actualité du jour, c'est les couturières. Alors là, c'est aussi une caricature d'emploi qui était complètement dévalorisée et rangée au rang de loisirs de vieilles dames. Et puis tout d'un coup, on en a besoin. Alors, les couturières, elles ont commencé il y a un mois à s'activer bénévolement. Et puis, les professionnels, ils ont dit, mais je pourrais quand même aussi être payé pour faire des masques en tissu. Il a fallu le temps déjà qu'on reconnaisse l'utilité de l'objet. Puis, ah oui, peut-être que c'est normal quand même que ces personnes soient rémunérées. Et donc, c'est de nouveau tout un secteur qui avait été complètement délocalisé et qui redevient nécessaire pour des raisons sanitaires, mais qui peut aussi s'intégrer dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, peut-être que dans 3 mois, on va voir arriver une autre fonction. On se dira, mais non, d'une pipe, comment ça se fait que ces gens sont si mal payés? Donc, il faut pouvoir profiter de ces opportunités parce que l'avenir, il se construit maintenant au travers d'exemples concrets que tout le monde peut appréhender au travers de l'actu. Voilà. Daniel, vous auriez voulu ajouter quelque chose parce que vous avez été très synthétique. Donc, Oui, mais c'est parce qu'en fait, je pense que ce serait utile de rebondir à un moment donné sur l'idée qu'en fait cette crise montre qu'un certain nombre de fonctions sont essentielles, mais au-delà de ça, le pouvoir, en fait, les dominants, en fait, d'une certaine manière, ont fixé tout seuls comme des grands quels étaient les secteurs essentiels dans un arrêté royal du début de la crise. Et je pense que, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoinette, c'est important aussi, en fait, que les citoyens puissent se ressaisir de ce débat pour eux décider ce qui est essentiel. Personnellement, je pense qu'en fait, on est au début d'une série de crises, c'est le premier domino qui tombe. Oh, c'est peut-être pas le premier, on peut discuter longuement à savoir si c'est le premier ou pas le premier, mais c'est le premier domino qui tombe. Et on doit s'attendre à d'autres crises qui vont survenir relativement rapidement. Crise de l'énergie, crise climatique, crise financière, crise économique, etc. Et les pouvoirs publics vont très très vite, sans nous, puisqu'ils ont déjà fixé en fait quels étaient les secteurs essentiels, dire dans quel secteur de l'activité économique il est important que l'État intervienne. Or, si on doit s'attendre à des crises en fait qui vont se succéder, il serait essentiel que les citoyens puissent se ressaisir et dire, par exemple, en fait, l'approvisionnement en eau est quelque chose d'essentiel. Par exemple, l'alimentation est essentielle. Par exemple, l'accès à un minimum d'énergie est essentiel. Par exemple, le logement est essentiel, et que les priorités d'investissement des pouvoirs publics demain puissent se faire dans ces secteurs pour rendre la société plus résiliente au choc qui nous attend. Ça, je pense que parallèlement à la revalorisation d'un certain nombre de fonctions qui ont montré qu'elles étaient indispensables, il faut en fait aussi entamer la réflexion sur les secteurs. Bien, merci à vous deux. En fait, on va déjà devoir se quitter parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps pour prolonger mais on l'a dit, hein, c'est que le début des discussions et des réflexions. On vous invite néanmoins à rester attentif à ce qui suit parce que la 6e proposition est particulièrement audacieuse. C'est l'idée d'inverser la logique du week-end et de résoudre le problème du travail en nous octroyant plus de temps libre. Boris Libois et Fanny Dubois sont avec nous pour maintenant écouter Emmanuel Dequèze, qui est professeur de droit à l'université Paris-Nanterre. Il nous propose de réduire le temps de travail hebdomadaire à 16 heures. À quelles conditions est-ce possible? Alors, quelles conditions? Quelles conditions pour que ça fonctionne? Première condition, il faut augmenter le salaire minimum payé pour les premières heures travaillées, pour les 16 premières heures. Il faut qu'en travaillant 16 heures, on puisse avoir un revenu décent et pas la moitié d'un salaire mensuel comme on a aujourd'hui. Donc ça représente une augmentation assez substantielle du salaire minimum. On pourrait rajouter à cela l'idée selon laquelle on ne taxe pas les premières heures. On ne met aucune cotisation sur ces 16 premières heures de salaire. Moyennant quoi, on pourrait imaginer un salaire de, disons, 15 € de l'heure, ce qui nous permettrait d'avoir un revenu mensuel aux alentours de 1 000 €, ce qui est possible. Alors, ça c'est la première condition. Cette première condition, on va se dire, mais c'est vraiment très difficile d'augmenter à ce point-là le salaire minimum. À mon avis, ce n'est pas aussi difficile que ça. Qu'est-ce qu'on reproche à l'augmentation du salaire minimum habituellement? On lui reproche de causer du chômage, parce qu'on a moins de travail solvable.
Mais avec les 16 heures par semaine, il faut bien comprendre que la question du chômage n'est plus un problème. Avec les 16 heures par semaine, tout le monde est en demande de travail et il n'y a plus de chômage. Donc cette difficulté-là disparaît. Ensuite, on reproche au salaire minimum de rendre insolvables certaines tâches qui sont bien utiles. Mais si elles sont vraiment indispensables, comme par exemple le ramassage des ordures ménagères, eh bien on les payera un peu plus cher. Et si on les paye un peu plus cher, ça sera plutôt tant mieux, puisque les personnes qui ramassent les ordures ménagères sont des personnes qui sont plutôt mal payées et qui font des métiers qui sont usants et difficiles. Et donc finalement, ce sera justice. Certaines autres tâches seront rendues non solvables et on se dira que ce n'est pas la peine de les payer si cher. Ça veut dire qu'on peut les faire sur le temps libre. Et si on peut les faire sur le temps libre, eh bien tant mieux aussi, ça tombe bien, parce qu'avec les 16 heures par semaine, on a plus de temps libre. Et donc, on peut aussi avoir plus d'activité du temps libre. Donc, en 1, il faut augmenter le salaire, et vous voyez, ça me semble plus facile qu'on ne croit. En 2, il faut évidemment considérer que ces 16 heures ne sont pas un maximum. Sur certaines tâches, on a assez peu de personnes compétentes et on aura besoin de les exploiter un peu. Et ça, comment dire, je suis d'accord. Et puis de toute façon, certaines personnes ont envie de travailler plus. Vous avez des personnes qui aiment leur travail, des personnes qui s'ennuient à la maison, et puis des personnes qui veulent gagner plus que ce qu'elles gagneraient en 16 heures. Tant mieux qu'ils travaillent plus, mais il faut les désinciter, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les heures supplémentaires soient vraiment mal payées par rapport aux 16 premières heures. Il faut inciter les gens à ne travailler que 16 heures pour inciter au partage du temps de travail et pour empêcher l'accumulation du travail toujours sur les mêmes qui se retrouvent comme ça en surtravail. Donc on va inciter au partage du travail, ça ne veut pas dire qu'on va obliger les gens de travailler moins. Si certains veulent travailler beaucoup, très bien, mais ils ne gagneront pas beaucoup plus que s'ils travaillaient que 16 heures. Qu'est-ce que vont faire les gens? Certains se contenteront de 16 heures et ils feront autre chose pendant leur temps libre, et puis d'autres travailleront plus, très bien. Ceux qui travaillent plus seront donc lourdement taxés sur leurs heures supplémentaires, et s'ils sont lourdement taxés sur leurs heures supplémentaires, tant mieux, ça nous permettra d'avoir toutes ces cotisations sociales qui nous manquaient et tous ces revenus qui nous manquaient parce qu'on n'avait pas taxé les premières heures. Disons qu'en moyenne, les gens vont travailler à peu près 24 heures, je suppose. Il faut aussi compter tous ceux qui, en réalité, sont découragés aujourd'hui de chercher de l'emploi. Et donc, là, vous avez, selon les différents chiffres dans les différents pays, un stock de personnes beaucoup plus important. Donc, vous allez augmenter considérablement le nombre de personnes qui travaillent. C'est d'autant plus vrai qu'on va, par ce biais-là, allonger aussi la vie professionnelle. Aujourd'hui, la vie professionnelle se concentre de façon dramatique entre 30 et 50 ans. Et d'ailleurs, c'est la période, non seulement où on travaille beaucoup, mais c'est aussi la période où on fait des burn-out, on n'en peut plus. Il convient de faire en sorte, et ça sera automatiquement le cas si on passe aux 16 heures, que les gens puissent commencer à travailler plus tôt et finir de travailler plus tard. Alors pour les plus jeunes, c'est assez facile. Si vous travaillez que 16 heures, eh bien il est très facile d'avoir un temps d'études en même temps que vous avez un temps de travail. Ce qui permet de travailler plus tôt, d'être autonome financièrement plus tôt, et d'avoir des études qui durent, cette fois-ci, beaucoup plus longtemps, puisqu'elles ne retardent pas votre entrée dans la vie professionnelle. Et puis, pour les plus anciens, comme vous travaillez que 16 heures, c'est quand même beaucoup moins fatigant. Et puis, comme on est dans le plein emploi, vous pouvez aussi choisir des emplois qui sont un peu moins durs. Et donc, les plus anciens qui souhaitent travailler plus longtemps pourront le faire assez facilement. Il y en aura d'autant plus qu'on travaille moins longtemps et sur donc des tâches moins dures si on peut choisir son travail passé un certain âge. Sans compter qu'on peut passer à mi-temps, passer un certain âge aussi, avec une semi-retraite, une demi-retraite, et si vous passez à mi-temps, c'est plus de 8 heures par semaine. Et dans ces conditions-là, on peut travailler plus tard et commencer à travailler plus tôt. Donc avec ces différents éléments, on s'aperçoit qu'on n'a pas tellement diminué le nombre d'heures travaillées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé le temps de travail différemment. Et on a beaucoup plus de personnes qui travaillent. Ce qui est d'ailleurs une mesure d'égalité. Si vous avez un meilleur partage du temps de travail, vous avez un meilleur partage aussi du revenu et de l'insertion sociale. Et tout ça permet d'avoir une société plus égalitaire. Dernier point sur lequel je voudrais insister, si on passe aux 16 heures de temps de travail par semaine, voire aux 24 pour ceux qui veulent faire des heures supplémentaires, de toute manière, on a beaucoup plus de temps libre. Et le temps libre, c'est un temps d'activité absolument crucial. Absolument crucial. C'est le temps pendant lequel
On peut avoir des activités qui remplacent les tâches industrielles qui détruisent la planète. C'est un temps pendant lequel on peut avoir une activité militante, on peut avoir une activité démocratique, c'est le temps de l'entraide, c'est le temps de l'éducation des enfants, c'est le temps de la culture. Bref, ce temps libre qui est désormais partagé, puisqu'il ne s'agit pas seulement de partager le temps de travail, mais aussi de partager le temps libre, permet une société qui autorise une vie plus écologique, plus saine, plus riche. Je pense que c'est à la fois possible et que ce serait aussi nécessaire pour des raisons démocratiques, mais aussi écologiques, puisque ça permet de réduire la société productiviste. Boris Libois, vous êtes un membre actif d'Extinction Rébellion. C'est un mouvement qui prône les actions de désobéissance civile dans le cadre de la lutte contre la crise climatique. Est-ce que cette idée d'inverser la semaine et le week-end ne pourrait pas faire partie justement de ces actions de désobéissance civile au moment où on parle de déconfiner, de sortir du confinement, et on se pose beaucoup de questions sur la manière dont ça va se passer? Merci. Donc effectivement, on ne peut que saluer la proposition d'Emmanuel Dockès de pouvoir décoloniser et libérer nos imaginaires, de pouvoir effectivement être créatifs et innovants sur les formes d'action directes non violentes qui font que chaque citoyen, chaque non-professionnel, à un moment se sent en capacité de reprendre son destin en main et de pouvoir travailler à développer une utopie positive et réalisable. Donc oui, effectivement, ça peut être clairement envisagé et n'importe quel groupe local ou n'importe quel collectif qui serait intéressé à exploiter ça sous forme d'une grève du déconfinement ou d'une manière d'inverser le temps social contraint et le temps libre du week-end, oui, effectivement, pourquoi pas. Globalement, Extinction Rébellion n'a pas de catalogue d'action, n'a pas de catalogue de revendications à proposer. On rend plutôt possible des espaces d'action, on rend plutôt les personnes, nos membres, ceux qui nous rejoignent très limite avec nous, en mesure d'agir. Donc on est plutôt à travailler à les rendre capables d'aller jusqu'au bout de leur propre compétence, de leur propre puissance d'agir en commun. Donc effectivement, une proposition comme celle-là est tout à fait intéressante, surtout parce qu'elle touche à l'idée de mettre un terme à l'emprise d'un système toxique sur nos vies. Donc, nos vies, que ce soit nos vies comme personne, mais également toutes les formes du vivant. Donc, toute proposition qui irait dans le sens d'un relâchement, voire d'une liquidation de l'emprise d'un système toxique sur le vivant serait la bienvenue. Et c'est à nous, qui sommes aussi partie du système toxique, nous ne sommes pas plus vertueux en tant que citoyens, en tant qu'Extinction Rébellion, nous ne sommes pas plus vertueux que les autres. C'est aussi à nous de pouvoir nous détoxifier et nous pouvoir mettre en place des actions comme celle-là. Merci Boris. Fanny Dubois, vous êtes secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Les soignants et les soignantes ont vu ces dernières semaines leur temps de travail augmenter sans doute de façon radicale. Et peut-on continuer à bien soigner dans ces conditions? Et à l'inverse, si on se place dans la situation que nous décrit Emmanuel Dockès, est-ce que vous pensez qu'on peut bien soigner en soignant? Est-ce qu'on peut bien prendre soin aussi de ces patients en étant en contact avec eux que 2 jours par semaine? Donc effectivement, la crise du coronavirus nous montre à quel point il y a des fonctions des métiers, notamment les métiers soignants, qui sont juste fondamentales, essentielles pour la survie d'une société. Et aujourd'hui, ce qui est dur, c'est de constater sur le terrain qu'on n'est pas en capacité, notre société n'est pas en capacité de répondre à cette crise, notamment parce qu'il y a un manque d'effectifs en termes de professionnels soignants, que ce soit dans le monde des maisons de repos ou dans les hôpitaux. Et on constate à quel point ces métiers sont juste plus utiles que jamais. Moi, il y a une question quand même que je voudrais poser à Fanny, parce que dans la relation de médecin au patient, est-ce que c'est envisageable d'avoir un médecin qui ne travaillerait que 2 jours par semaine? Justement, tout est une question de nombre de patients. Si vous assurez un suivi qualitatif pour moins de patients, on peut tenir dans le temps et dans la continuité des soins. Les maisons médicales sont vraiment l'exemple, justement, à un niveau très micro de la démonstration qu'à la fois avoir une prise en charge du patient, mais qui soit quand même pluridisciplinaire et collective, assure une meilleure qualité.
et qu'en fait, on se rend compte que ce suivi plus collectif fait que finalement, ce n'est pas une relation juste d'individu à individu, mais c'est aussi la construction d'une communauté de prise en charge socio-sanitaire qui prend en considération les déterminants de santé. Par rapport à la question, justement, comme je disais, au niveau micro, les maisons médicales démontrent que quand on agit sur les tensions barémiques, parce que ça, c'est vrai que c'est peut-être là-dessus qu'il y aurait une différence avec Emmanuel. C'est que je pense que, allez, si on veut quand même rester en cohérence par rapport aux analyses scientifiques qui ont été faites sur l'historicité des mouvements ouvriers, on se rend quand même compte qu'agir sur la diminution des tensions barémiques, donc via le salaire, ça permet plus concrètement d'avoir un pot commun solidaire qui socialise justement le marché pour réinvestir dans de l'intelligence collective. En maison médicale, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Il y a la réduction des tensions barémiques, on peut réinvestir dans finalement d'autres métiers comme des assistants sociaux, comme des psychologues qui peuvent venir nous aider à cette prise en charge globale du patient. Et ça, c'est que en agissant sur la diminution des inégalités de salaire entre ces professionnels soignants qu'on peut mieux répartir du coup les recettes entre toute une série d'intervenants de la santé. Merci Boris et Fanny. Et puis merci aussi à Tout va bien et en particulier à Jean-Baptiste Dumont qui est derrière et que vous n'avez pas vu, mais qui a contribué de façon tout à fait décisive à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous aussi qui avez suivi cette émission, qui avez réagi, qui l'avez commenté. Merci déjà à tous ceux qui vont s'engager dans la suite à donner à cette émission, cette suite qui est à construire parce que comme on l'a dit et comme on le répète, ce 1er mai n'est qu'une première étape, un début et non une fin. Et la question du temps est centrale. On a pu l'expérimenter durant le confinement et on va encore l'expérimenter durant le déconfinement qui s'annonce. C'est une période durant laquelle on risque de se sentir débordé par plusieurs urgences. Il y aura l'urgence de formuler des propositions comme on est en train de le faire, mais peut-être aussi l'urgence d'agir, le sentiment d'urgence d'agir pour que les choses ne reviennent pas comme avant, qu'elles ne se remettent pas à tourner trop vite. Alors comment faire pour ne pas se laisser déborder par ces urgences ? La première chose que nous pouvons faire, sans attendre que de nouvelles réglementations du travail soient mises en place, ce serait peut-être d'adopter une autre logique, en laissant de côté la stratégie de la résistance et en optant pour celle de la conquête. Et c'est ce qu'on vous propose maintenant, l'idée de conquérir le temps en prenant celui d'écouter la chronique de Paul Herman, une non-proposition qui n'a pas pour but de conclure ce colloque. C'est la fête du travail, comme on dit, mais c'est surtout la défaite des habitudes. C'est la raison pour laquelle on se retrouve en ligne, alors qu'on aurait dû se retrouver en front commun, en front social, comme on voudra, mais en front, ensemble. Nous sommes le 1er mai, mais nous sommes tous les jours de mai. Ces semaines que nous venons de passer depuis le 18 mars nous ont appris beaucoup de choses qu'en fait nous savions déjà. L'insupportable distance sociale, par exemple, ce n'est pas ce pauvre mètre 50 que l'on nous demande de maintenir entre nous. Les mots, encore une fois, ont été piégés. Le social n'est pas une distance. Le social, ce devrait être une proximité. Et donc, cette insupportable distance sociale, elle concerne, par exemple, le manque de proximité qui existe entre l'utilité d'un emploi et sa rémunération. On a compris aujourd'hui que les soutiers, celles et ceux qui travaillent au fond, comme on disait du temps des mines, les soignantes, les éboueurs, les caissières, les livreuses, les fermières, enfin, toutes celles et tous ceux que l'on a évoqués aujourd'hui, sont plus importants à la marche des choses que ceux qui titrisent les dettes que les gens au travail utile, mais au salaire négligeable, ont été obligés de contracter. Mais ça on l'avait déjà compris, bien entendu, avant la crise, comme on avait compris que le travail utile, ce n'est pas seulement celui qui se révèle en pleine crise, comme on vient de le voir, mais que c'est peut-être aussi celui qui va permettre de les éviter, les crises, de les préparer, de les affronter. Autrement dit, pas le travail qui, inexorablement, va produire les mêmes causes, qui vont produire les mêmes effets. De ce productivisme-là non plus, nous n'avons pas besoin. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de faire connaître aujourd'hui, en ce jour hautement symbolique, des propositions plutôt que des revendications. Ne pas parler
des conditions de travail, poser des conditions au travail. Nous sommes le 1er mai, mais nous sommes tous les jours de mai. Dans ce qui a été mis sur notre table aujourd'hui, une bonne part concerne la reprise en main par les travailleuses et les travailleurs des emplois eux-mêmes, de leur objet, de leur sens, de leur temps, de leur relation à l'avenir et au territoire, de la façon de les rémunérer, bien sûr, mais aussi de les libérer du rapport de soumission et de dépendance, de ce contrat toujours unique, mais tellement habituel qu'on finit par oublier de le questionner. Ces propositions concrètes, appropriables, applicables sont de premiers éléments à partir desquels nous parions qu'il est possible de faire récit. Ce récit ne sera pas suffisant, hein. C'est pas le 1er mai qu'on va nier l'importance des rapports de force, mais il est utile aussi d'avoir un autre horizon possible, concret, appropriable, que celui qu'indiquent les gouvernements dépassés et par ailleurs dépassables. Car nous avons toutes et tous vu qu'il est possible d'arrêter la machine, d'arrêter le système monde. On ne pourra plus nous dire qu'il n'y a pas d'alternative. Mais malgré ça, si nous voulons qu'il y ait un après et pas simplement une suite, il faut aller plus loin que l'éternelle répétition du même à laquelle nous appellent les idéologies politiques et les religions économiques dépassées et par ailleurs dépassables. Nous avons un truc avec le climat et l'extinction des espèces qui nous attend. On ne peut pas se contenter d'aller acheter un nouveau t-shirt chez une multinationale du vêtement qui vient de licencier sans frais ses petites mains dans ses ateliers en Asie. Nous sommes le 1er mai, mais nous sommes tous les jours de mai. Cette émission en ligne n'est pas seulement une émission, elle est le début d'un récit concret, appropriable, applicable, explicable, désirable, qu'il nous faut construire là, malgré et parce que les religions économiques mortifères et des idéologies politiques moribondes profitent de notre situation pour installer Alibaba à Bierzet et la 5G un peu partout. Nous voyons bien que ce monde-là a peur de nous regarder dans les yeux. Nous allons donc continuer de mettre sur la table des propositions, de faire des offres aux travailleuses et aux travailleurs, à la population, à ce peuple introuvable et pourtant confiné. Ceci est un premier épisode. Nous sommes le 1er mai, mais nous sommes tous les jours de mai. Allez, au travail.